Dans la vente, tu sais lire ton marché ou tu disparais. Aujourd'hui, les consommateurs achètent plus qu'un produit, ils veulent du service, du simple, du rapide. Et c'est là que Delt change la donne. Cette start-up française est devenue la référence des services aux particuliers pour des grandes marques comme Fnac, Darty, Orange et Boulanger. Bienvenue dans Vive la Vente, je suis Steve Compère, CEO d'Up2. Ici, on décortique les stratégies, les organisations, les outils qui transforment les équipes commerciales en machines de vente redoutables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Braconnier, CEO et fondateur de Delt. Michael a complètement pivoté son business initial pour créer une machine B2B mêlant tech, logistique et excellence opérationnelle. Aujourd'hui, on va parler résilience du dirigeant, vente au grand compte et on va voir comment un service peut être transformé en expérience client rentable. Bienvenue Michael. Merci. Ravi de te recevoir. Comment vas-tu et puis comment va Delt ? Bah écoute, ça va ma foi plutôt pas mal. En ce moment c'est très intense. Q4 c'est toujours un gros quarter pour Delt. Ouais. Là tu as toutes les validations de budget chez nos clients, notamment grands comptes. Okay. Donc beaucoup de soutenance, de validation de budget, de BP. Donc bien occupé. Mais bien occupé et globalement une année qui se passe plutôt pas mal pour Delt malgré un marché assez compliqué. Ouais. Ouais. Que ça dure jusqu'à la fin de l'année, tant mieux. Écoute, c'est la dernière ligne droite, donc faut bien finir l'année. Ouais. Ça marche. Dernière ligne droite, petite passerelle avec le sport. Ouais. Ça m'intéresse que tu nous parles un peu de ton parcours, d'où tu viens, un peu par quoi tu as commencé en fait. Ouais. Écoute, moi j'ai 32 ans et initialement j'étais plutôt parti dans le sport, donc j'étais basketteur. Ouais. Alors moi je t'ai vu arriver en effet, il n'y a pas photo, pivot, tout va bien. Exactement. Effectivement je mesure 2,03 m et donc j'ai commencé le basket finalement assez tardivement, j'avais 13 ans et rapidement ça m'a plu et je suis rentré en centre de formation à Évreux, en Normandie et j'ai pris plaisir vraiment au sport de haut niveau, à l'exigence, à la rigueur et puis surtout en fait ça permet de vraiment te rendre compte que quand tu mets l'investissement nécessaire, en fait rapidement tu te rends compte que tu as une courbe d'apprentissage qui est exponentielle et donc très vite en fait j'ai pu évoluer en championnat de France mini puis cadet et ensuite je suis parti à Vichy en centre de formation Pro A. D'accord. Donc à haut niveau. Exactement. Et après donc j'ai joué en espoir Pro A et suite à cette aventure je me suis rendu compte finalement que c'est pas la voie vers laquelle je voulais me diriger. Et donc je me suis refocus sur les études et puis ensuite j'ai enchaîné avec une alternance chez ProEPCE qui était ma première vraie aventure professionnelle. On passe le bonjour à Jérémy et Patrice. Exactement. Qui était pour le coup une très belle école de vente, ProEB. Moi je me suis éclaté, j'étais commercial junior, je commençais SDR, donc prise de rendez-vous sur une cible qui était donc les comités entreprises, les CSE. Une cible assez particulière mais dans laquelle je me suis bien éclaté et donc voilà, j'ai commencé SDR, après je suis passé commercial terrain junior et rapidement je suis devenu le meilleur commercial junior de la boîte. Super. Donc c'était top, j'étais hyper bien accompagné par mon manager à l'époque et aussi par Jérémy qui était du coup mon DG. Et très vite ça a fité avec Patrice et Jérémy et Arnaud aussi qui était mon DIRCO. Arnaud Bovens, c'est ça ? Exactement, Arnaud Bovens. Qui sont tous maintenant investisseurs d'ailleurs chez Delt et Jérémy est au board. Mais du coup voilà, c'était une super école et une super aventure parce que ProEPCE, moi je suis arrivé en fait à la croisée des chemins avec Edenred, donc la boîte a été vendue à Edenred pour près de 300 millions d'euros. Et donc en fait moi j'ai connu les débuts de synergie avec Edenred et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'entreprendre parce que moi j'étais complètement habité par la vision que portait du coup Patrice, Jérémy et donc je me suis en fait, j'étais assez impressionné par leur capacité à embarquer les équipes. C'était quelque chose qui me drivait énormément. Je me sentais complètement partie prenante du projet. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais moi, en fait, j'ai envie de faire comme eux, d'entreprendre. Et donc d'où après le fait que j'ai cofondé mon super voisin devenu Delt. Ouais, on va en parler 2016. notamment. Donc, avant Delt, tu lances mon super voisin. Donc tu vas nous en parler. Moi, ça m'intéresse de comprendre un peu ce qui t'a donné envie
d'aller sur ce business-là. Je comprends l'envie d'entreprendre Ouais. que tu as eue par les gens avec qui tu as travaillé. Et pourquoi tu as choisi cette niche en particulier de Mon Super Voisin? Écoute, 2016, on est dans un écosystème startup très B2C, on n'est pas encore trop dans le tout SaaS. Ouais. Et il y avait une bulle qui était en train de vraiment une hype autour de l'économie collaborative. Il y avait Airbnb, énormément, Hitch, exactement. ces trucs-là, ouais, ok. Exactement, tu avais Drivey aussi qui était Ouais. après racheté par Gatorink sur la location de voitures. Et il n'y avait rien sur les services à domicile. D'accord. Tu avais Le Bon Coin, mais c'était de la petite annonce géolocalisée. Enfin, c'était pas super. Ça reprenait pas, on va dire, les best in class de Uber, Airbnb avec du paiement en ligne, avec de l'assurance, avec du SAV, etc. Et donc, on décide d'aller sur Mon Super Voisin pour justement, on va dire, aller sur les services à domicile au travers des services entre voisins. Donc, Mon Super Voisin, c'était une app qui te permettait de faire appel à ton voisinage pour tous les besoins du quotidien. Donc, ça allait du bricolage, tâches ménagères, garde d'enfants, cours à domicile, D'accord. coaching sportif, Ok, etc. ok. Ouais. Et donc, on décide de se lancer avec mes associés sur ce secteur. Ça a bien marché, je crois. Bah écoute, ouais, au début, ça démarre fort ouais. parce qu'on fait 500 000 téléchargements. On a une base de users actifs qui est super, franchement, assez haute. On avait un peu de repeat, mais en fait, assez rapidement, la problématique... On a même été aussi mis en avant par Apple dans les apps de la semaine. Okay, Très rapidement, en fait, on se retrouve mis en avant, ce qui a fait un boost de notoriété de dingue. On avait rencontré les équipes d'Apple qui choisissent en fait leur ligne éditoriale et qui décident quelles sont les apps qu'ils vont mettre en avant. Et Mon Super Voisin en a fait partie. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé dans le top 10 de l'App Store devant des grosses apps consumer. Donc, c'était fou. Et à ce moment-là, on arrive sur un peu après l'euphorie finalement des premiers mois, assez rapidement, on se rend compte qu'on va être confronté à une problématique qui est le coût d'acquisition client, qui est très élevé. Tu as un CAC qui peut, des concurrents qui payaient 100 € un user. C'était un non-sens. Et en fait, on se retrouve derrière avec un problème de rentabilité du modèle parce qu'il faut que tu génères énormément de repeat pour rentabiliser ton CAC. Et la problématique sur ce type de modèle, c'est qu'en fait, tu as assez peu de repeat. Ouais. Pour rentabiliser un user, il fallait qu'il fasse 3, 4, 5, 6 prestations dans l'année. Sauf que quand tu trouves la bonne aide ménagère, le bon bricoleur, Tu zappes, bah, derrière, passes en direct. Exactement, tu bypasses. Ouais. Et donc, il y a un problème vraiment en termes de modèle. Ok. Et donc, on avait quand même essayé de lever des fonds, tu vois, sur ce premier modèle. Ouais. Et en fait, au même moment, il s'est passé un truc assez, en fait, qui est assez commun sur un marché, mais à ce moment-là, c'était un vrai coup de massue pour nous. C'est que Stouti, qui était l'acteur le mieux financé de notre marché, qui a ses bureaux pas très loin d'ici, qui s'est retrouvé en cessation de paiement après avoir levé, de mémoire, c'était 15 millions d'euros, je crois, en série B. Ça n'a pas dû aider à faire ta levée à toi, non? Et bah exactement, en fait, c'est ce qui a bloqué totalement notre levée. Nous, on allait lever 1 million d'euros avec des BA à ce moment-là pour faire notre seed. Et en fait, les BA nous ont dit, les gars, c'est pas avec 1 million d'euros que vous allez faire mieux qu'une boîte qui a levé 16 bars sur le même modèle. Ouais, je comprends. Donc, en fait, à ce moment-là, là que tu on est à court pivotes. de cash Ok. et donc il faut pivoter. Ok. Et c'est là où on décide effectivement d'enclencher le pivot. On va en parler parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est Delt, Ouais. en l'occurrence. De quoi tu t'es servi dans ton parcours de sportif de haut niveau et que tu retrouves dans ton parcours d'entrepreneur? C'est quoi les similitudes, les points d'accroche que tu vois? Ouais, écoute, moi ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat, pour moi il y a énormément de similitudes entre sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Déjà, en tout cas, dans mon sport à moi qui était le basket, c'est l'esprit d'équipe. Ok. Tu vois, moi j'adore le sport co pour ça. J'adore célébrer avec mes coéquipiers. Je trouve, ce qui est dommage par exemple dans un sport comme au tennis, c'est que tu es très souvent seul. C'est des sports qui sont franchement durs pour ça. Le sport co, moi j'aime... Au max, t'es 2 en double. Voilà, au max, t'es 2 en double. Et t'es Après, t'as souvent ton coach, t'as tes je suis mais d'accord. ils savent pas vraiment dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu perds et quand tu gagnes. C'est très ambivalent comme sentiment. Et c'est dur à faire partager à tes proches. D'ailleurs, comme l'entrepreneuriat, il y en a plein qui ont du mal à comprendre ce que tu vis au quotidien. Et pourquoi tu te fais autant mal. Mais globalement, voilà, ce que je retrouve, c'est cet esprit d'équipe, mais aussi l'exigence, parce que il y a très peu d'élus, que ce soit dans le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, ceux qui réussissent, c'est un pougnème, c'est très compliqué vraiment de faire une réussite. Et puis après, ça va être la force de travail qu'il faut y mettre, et globalement la rigueur et surtout la résilience, parce que tous les jours, il faut aller à l'entraînement, tous les jours, il faut mettre le bleu de chauffe, et donc c'est ça que je retrouve vraiment en termes de similitude Ok, très entre le bien. sport et l'entrepreneuriat. Je partage à 100%, vraiment, ces passerelles entre le sport et l'entrepreneuriat, oui, mais même la vente, le management, l'exigence, Complètement. l'entraînement, la remise en question. Beaucoup de boîtes considèrent que la vente, c'est un métier solitaire. Je crois que de moins en moins, c'est vraiment
une activité d'équipe où ça doit marcher ensemble, le produit, le marketing, le manager. Voilà, donc, et pour avoir fait aussi un peu de sport à un certain niveau à un moment, c'est des choses que j'aime à retrouver dans la direction d'une boîte, dans le management d'une équipe. Donc je te rejoins 100%. Complètement. Et tu vois, dans une équipe, tout le monde a son rôle à jouer. Du junior au senior dans l'équipe, tout le monde a vraiment sa place dans l'équipe, son rôle à jouer, et c'est hyper important. Aussi que tu as un super entraîneur, que tu aies une bonne direction sportive, un bon président de club, parce que toute la stratégie, en fait, de la même manière qu'en entreprise, va avoir un impact très fort sur les résultats, sur la cohésion de groupe. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui est ce que tu peux mettre le plus en perspective avec l'entrepreneuriat. On revient en 2020, donc le moment où tu fais ton pivot. Donc, tu passes d'une plateforme d'entraide entre particuliers à une plateforme de mise en relation entre du B2B, des enseignes, du retail et des artisans. Tu nous as expliqué un peu le moment charnière avec cette levée de fonds qui ne se fait pas. Qu'est-ce que tu as vu d'autres qui t'ont fait te dire mon marché, en fait, il va plutôt être sur ce nouveau format que celui de mon super voisin? Déjà, il fallait qu'on pivote. Donc là, tu te mets en mode combat, faut trouver la nouvelle idée. Et en fait, on part déjà de l'analyse de notre business et ce dont on se rend compte en fait assez rapidement, parce qu'il y avait 2/3 des demandes de nos utilisateurs à l'époque qui étaient en fait des clients de grande enseigne qui avaient besoin de se faire accompagner sur des besoins de post-achat. Okay. Donc on voyait des prestations, pose de robinet, installation d'une télé, monter un meuble. Enfin bref, il y avait beaucoup de ce type de prestations. Et donc en fait, rapidement, on se dit mais pourquoi ils viennent sur mon super voisin plutôt que directement auprès de l'enseigne pour faire appel à ce type de service. Et en fait, rapidement, on se rend compte qu'ils ne proposent pas ce type de service et que le besoin, en réalité, il est entre les enseignes et leurs clients. Et donc, on se met à réfléchir sur comment, justement, on peut permettre à ces enseignes de pouvoir, derrière, répondre aux besoins de leurs clients sur ce type de service. Avec aussi l'idée de se dire que ça va être un vrai plus pour eux, parce que ça a un impact évidemment sur la conversion, parce que typiquement, si tu proposes pas ce type de service, mais qu'une autre enseigne la propose, en fait, tu vas rapidement te dire je vais potentiellement aller chez l'enseigne d'en face. Un vrai déficit concurrentiel. Exactement. Et puis derrière, ça te génère aussi de nouveaux revenus parce que les services, tu vas pouvoir du coup enregistrer du chiffre d'affaires additionnel, mais aussi de la marge. Et donc on se dit qu'il y a une vraie plus-value pour ces enseignes à justement aller proposer une offre de service complète à leurs clients. Après, il faut le tester. Auprès de qui tu as testé dans un premier temps? Ouais, en fait, nous, comment on a décidé d'agir là-dessus, c'est de se dire, en fait, on va aller voir les enseignes avec notre idée et on va co-construire en fait la solution avec eux. Donc, on n'a rien développé au démarrage. On est vraiment, on s'est dit, on va pas se mettre en mode, on développe une app et puis ensuite on voit un SaaS et ensuite on voit comment on peut le distribuer auprès des clients et leur vendre. On s'est vraiment dit, on va co-construire l'outil avec eux. Donc, on a été voir rapidement Monsieur Bricolage, avec qui on était en discussion, Leclerc, Botanique, etc. Et là, on se rend compte que ça fait tilt, qu'il y a un vrai besoin en plus, on est post-Covid, donc il y a un vrai besoin d'aller proposer du service à leurs clients. Et ça intéresse qui chez eux? Tes points d'entrée clés, c'est auprès de qui tu t'adresses? Écoute, c'était souvent direction expérience client, ça peut être la direction marketing, des fois directement la direction générale de l'enseigne. En fait, on est sur des sujets vraiment stratégiques. On n'est pas juste sur « je vais proposer un service additionnel », c'est vraiment comment j'arrive à transformer mon enseigne d'une enseigne qui est positionnée purement sur de la vente de produits à une enseigne qui va vraiment aller sur un modèle serviciel complet et qui va aller proposer des services qui vont venir finalement renforcer l'expérience client, l'enrichir avec ces services de montage, d'installation, d'entretien, de réparation des produits et donc accompagner le client dans toute la durée de vie de ces produits et créer du lien de manière beaucoup plus récurrente que ce qu'ils peuvent avoir sur uniquement du produit. Parce que si tu prends l'exemple typiquement d'un Fnac Darty, tu n'as pas besoin de 10 télés, 3 machines à laver, etc. Donc à un moment, c'est comment tu arrives à upseller ton client tout en lui apportant de la valeur. Et le service, pour ça, c'est le combo parfait, quoi. Et tu dirais que le Covid, ça a aidé à mettre le problème dans la tête de tes interlocuteurs de manière plus significative ou pas du tout? Ouais, 100%, parce qu'en fait, ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est tout le monde s'est recentré sur son habitat. Donc là, il y a eu des vrais besoins. Donc déjà, les enseignes à ce moment-là étaient dans une période super fast en croissance à 2 chiffres, ce qu'ils n'avaient pas connu depuis très longtemps. Tout le monde voulait se rééquiper et investir dans son chez-soi. Et donc là, les services, ça devient quelque chose de très fort en fait chez nos clients parce qu'ils avaient été rompus de leur contact client pendant des mois. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter
du service additionnel à domicile et de recréer du lien. Et donc là, effectivement, ça a fait tilt et on avait vraiment un timing de marché qui était top. Et c'est vraiment à ce moment-là où ils se sont dit, il faut qu'on propose davantage de services. Et après aussi parce que tu as des gros acteurs qui s'y ont mis de manière assez forte. Des Fnac Darty qui ont investi massivement sur les services, Boulanger, ADO avec Leroy Merlin, avec Weldom, etc., qui se sont dit, en fait, le service fait partie d'un de nos piliers stratégiques et on va investir massivement dessus. Et c'est ce qui fait la force d'un Fnac Darty face à Amazon. Si Fnac Darty décide d'aller frontalement face à Amazon sur le prix, sur la livraison, sur la quantité de produits proposés, ils sont obligatoirement perdants. Bien sûr, c'est clair. Ils ne peuvent pas rivaliser. Par contre, ils ont pris un prisme qui est différent et c'est de se dire, nous, on va en fait focus sur les services pour apporter davantage d'accompagnement à nos clients. Et c'est une stratégie qui est payante aujourd'hui. Ils sont leur deuxième plan stratégique après Everyday, c'est Beyond Everyday, et au service de nos clients. Et en fait, on voit aujourd'hui que les services, c'est 20% de la marge opérationnelle du groupe et 10% des revenus. On frôle le milliard de chiffre d'affaires sur la vente de services, donc ça devient ultra significatif. Ok. En préparant cette interview, j'ai écouté le podcast animé par Hélène Renaud, le podcast Change, dans lequel tu es passé. Je la salue au passage. Tu dis en parlant de l'entrepreneuriat, et ton parcours le prouve, parce que tu es passé d'une idée A à une idée B quand même, tu dis ce chemin n'est jamais droit et tranquille, et je crois que c'est cette capacité à rebondir. Sans cette capacité à rebondir, beaucoup n'iraient pas au bout. Quelle est la leçon la plus forte que tu retiens, toi, de ce moment, de ces premières années, juste avant le pivot, que ce soit en termes de vente, en termes de relations clients, en termes de commercialisation quels sont les enseignements que tu as tirés de cette première phase de ta vie entrepreneuriale ? Ouais, les 4 premières années, effectivement, je passe le bonjour aussi à Hélène, mais la résilience, je pense, c'est clé. On en parlait aussi dans le sport, c'est pareil. Quand tu montes un projet, ça va être long, ça va être globalement un chemin qui va être semé d'embûches, et donc il faut faire preuve d'une résilience à toute épreuve. Nous, globalement, les 4 premières années, on a mangé notre pain noir. C'était quand même compliqué. Et il a fallu faire preuve de cette résilience, justement, pour trouver les ressources et avec l'équipe. Vous êtes combien quand vous lancez la première ? Écoute, on est 5 associés. Et après, on est une équipe donc resserrée de 10 personnes à ce moment-là. Ouais. Et c'est compliqué parce que on n'a pas beaucoup de moyens, donc on avait fait du crowdfunding, on avait fait un peu de dette bancaire, on avait fait un peu de love money, donc on avait rassemblé, à l'époque, ça devait être 300-400 000 euros pour démarrer le projet. Et donc voilà, il faut globalement être en mode combat et essayer à tout prix de pouvoir trouver l'attraction, trouver le product market fit et faire en sorte que ça fonctionne. Donc ce que je retiens en fait de ces 4 premières années, c'est qu'on a tout appris, parce que moi je connaissais rien au monde des startups. J'étais un sales en alternance chez ProWeb et il a fallu derrière que j'apprenne vraiment l'entrepreneuriat. Donc on a appris à lancer des apps consumer, à les mettre sur le marché, donc des apps iOS Android. Derrière aller faire tout le marketing sur une com B2C, enfin C2C avec on avait fait des web-séries, on était très actifs sur les réseaux et globalement aussi lever les premiers fonds, recruter l'équipe. Donc il y avait tout ça qu'on a appris sur le tas et animer une communauté, mine de rien. Donc c'est ce qu'on a appris et après on a appris surtout à écouter le marché. Ouais. Tu t'appelles ça la valeur du client. Exactement. C'est vraiment exactement, c'est écouter en fait ce que te disent tes clients pour comprendre derrière où est vraiment le besoin et pas juste leur vendre ce que tu as envie de leur vendre, mais vraiment aller répondre à un vrai besoin marché. Et donc dans ces moments-là, la résilience c'est important, mais il faut aussi pas être têtu, quoi. Faut pas s'obstiner sur quelque chose qui fonctionne pas. Il faut savoir du coup pivoter, changer de modèle. Et je pense que c'est ce qu'on a vraiment appris ces 4 premières années. Et c'est dur, parce que quand tu as une app avec 500 000 utilisateurs, que tu as mis 4 ans à développer, etc., et puis que d'un coup tu te dis en fait je vais mettre tout ça à la poubelle pour repartir from scratch, franchement c'est dur, mais il faut savoir le faire et c'est hyper important et je pense que c'est l'enseignement majeur qu'on a eu. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, vous avez une culture qui est très très orientée terrain, très orientée client ? Oui. Ouais. On était, avec mes associés, on gérait le service client, on était vraiment au contact. Très rapidement aussi, quand on se rend compte que le modèle ne tient pas, on essaye de trouver des solutions. Au début, sur notre modèle historique, on a essayé de changer des choses dans le business model. Et en fait, assez rapidement, on s'est dit faut qu'on pivote complètement de modèle. Et d'où vient après l'idée de Delt.
Et Delt, d'ailleurs, on a décidé, parce que c'est la même boîte, on n'a pas craché la boîte pour en remonter une autre, on a continué sur la même structure. Et donc, on a décidé derrière vraiment de focuser là-dessus et de se dire, en fait, on va vraiment arrêter totalement mon super voisin pour se focaliser. On a plein en fait qui auraient continué un petit peu l'app et de se dire on va faire une offre après pour les retailers tout en continuant et on a eu c'est un peu cette réflexion, cette dualité, et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et à un moment, on s'est dit non mais on arrête et on va vraiment se focuser à 100% là-dessus. Alors je reviens, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est le moment un peu de doute. On y va comment? Comment est-ce que tu as fait à ce moment-là? Parce que j'ai compris, il y a un groupe d'associés, puis après il y a une équipe. Comment tu as fait pour embarquer ou protéger ton équipe dans ces moments de doute? Je ne parle pas des associés fondateurs qui sont mus par autre chose, mais l'équipe que tu avais à ce moment-là, comment tu as fait pour redonner un cap clair et les protéger dans cette phase un peu de questionnement, un peu de doute? C'est pas simple pour les équipes, mais en fait ce qui était très important, je pense, c'était d'être ultra transparent sur la situation. On parlait vrai aux équipes, c'est-à-dire qu'on leur expliquait le runway qu'on avait, combien de temps encore on pouvait tenir, quelles étaient les options derrière. Et on a toujours essayé d'être vraiment très transparent sur la situation de la boîte, sur les chiffres. L'idée étant, c'était pas de les stresser, mais c'était vraiment d'être clair sur le fait que si on ne fait pas cette levée de fonds, à un moment, il va falloir pivoter. Donc, quand on est arrivé à cette échéance de se dire maintenant, il faut qu'on pivote, en fait, tout le monde a suivi. Un peu en mode combat. Exactement, et s'est dit, ok, let's go, on y va. Ce qu'il faut, c'est de la clarté, en fait. Il faut que pour les équipes, le cap soit clair et de savoir où est-ce qu'on va. Donc, parce que ce qui va poser problème, c'est quand même, quand pour les équipes, tout ça n'est pas très clair, ils savent pas où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'était ça notre force, je pense, c'est que très rapidement, on a mis un cap clair sur, on va maintenant pivoter, c'est fini le C2C, on va pivoter sur ce nouveau modèle et en fait, on va aller faire quelque chose d'encore plus grand et collectivement ensemble. Et donc, toute l'équipe a suivi. Je pense que les gens, ils sont tous en mesure de gérer l'incertitude et on est d'ailleurs dans une époque où tu fais que gérer de l'incertitude avec des crises qui succèdent, d'une instabilité politique. Les équipes sont capables de gérer ça. En revanche, ce qu'elles ne prennent pas bien, c'est le flou de la direction. Donc, et je pense que une des qualités des dirigeants aujourd'hui, c'est d'être capable de gérer cette incertitude, de la partager de manière honnête, transparente et responsable, de prendre conscience que les équipes sont capables d'entendre les choses et de clarifier et de remettre le focus. Mais j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire un peu l'autruche et projeter des cibles complètement irréalistes en se disant les gens vont y aller, ils vont y croire. Et en fait, il y a un moment donné, tu finis par complètement les perdre. Il faut être transparent, il faut faire confiance aux gens dans leur capacité à prendre leurs responsabilités, à être acteurs de cette période compliquée, à partir du moment où tu as un cap qui est clair pour tout le monde et auquel ils peuvent se rattacher et suivre, quoi. Et puis, absolument raccord, mais ce qu'il faut se dire encore plus en early stage, c'est-à-dire qu'en early stage, les gens qui sont dans la boîte, à ce moment-là, en fait, ils le savent. Ils sont là pour ça, en fait, en réalité. Ils sont là parce qu'ils savent qu'il faut tout construire, qu'on part de zéro. Donc ils savent, en fait, qu'il va y avoir de l'incertitude. C'est évident. Quand tu arrives dans une boîte, moi, comme chez ProEPCE, il n'y avait pas d'incertitude. C'était tout droit, on traçait, on savait qu'on allait chercher les 300 millions, etc. Enfin, là-dessus, on était 100% en confiance et il y avait zéro incertitude sur le fait qu'on allait y arriver. Quand tu es dans une startup early stage, évidemment, rien n'est certain. Tout est à bâtir. Donc les personnes qui sont là à cet instant-là de la boîte savent que de toute façon, ils vont être confrontés à ça, ils doivent s'y préparer. Et donc, en fait, quand tu leur dis qu'il faut pivoter, ils disent « Ok, let's go ». Bon, là, c'est le moment où tu clarifies Delt, tu nous expliques pour nos auditeurs ce que vous faites, votre proposition de valeur, pourquoi vous existez. Voilà, donc je te passe la main pour nous détailler un peu ça. Écoute, Delt, très simple, on est un SaaS qui permet à nos clients, donc retailers, e-commerçants, de pouvoir gérer, opérer et développer leurs offres de services à domicile et assurance produit en marque blanche. Donc en gros, ils vont pouvoir développer 2 types d'offres. Tout ce qui est du home services, donc montage, livraison, montage, installation, entretien et même réparation des produits qui sont achetés en magasin e-commerce. Et aussi toutes les assurances produits, donc ce qu'on appelle de l'assurance embarquée, donc ça va être de l'extension de garantie, de l'assurance casse et panne, vol, etc. Et donc
Tout ça au travers en gros de 3 solutions qu'on a développées. Donc Dell Platform qui est vraiment le cockpit de gestion des services et des assurances produits de nos clients, qui vont leur permettre de gérer leur catalogue de services, gérer leur réseau de prestataires et toute la mise en conformité de ce réseau. Donc signature des contrats de sous-traitance, vérification des documents légaux des sous-traitants type pièce d'identité du dirigeant, CABIS, attestation d'assurance, attestation de vigilance URSSAF, etc. Ça leur permet aussi de gérer les prestations au day-to-day. Donc en fait, la planification, la réservation des prestations, le suivi, le support, etc. Et aussi de gérer après tout ce qui est facturation et paiement des prestataires. Donc ça, vraiment, c'est Dell Platform, donc le cockpit. Et ensuite, on a Dell Connect, qui en fait permet à nos clients qui soit démarrent from scratch leur offre de service ou qui ont besoin de renforcer leur réseau de sous-traitants, de pouvoir se connecter, donc contractualiser avec des prestataires qui sont sourcés par les équipes de Dell et certifiés, qui vont leur permettre de pouvoir trouver des plombiers, des électriciens, des monteurs de meubles, des techniciens électroménagers, etc. Avec toutes les informations nécessaires pour savoir s'ils ont envie de contractualiser avec ce prestataire. Donc ça va être la notation qu'ils ont sur Delt, les commentaires clients avec les autres enseignes, ça va être tous les documents qu'on a vérifiés, l'expertise sur lequel ils se positionnent, le type de véhicule dont ils disposent avec la capacité de chargement associée, etc. Et en un clic, ils peuvent directement envoyer leur contrat sous-traitance, tout leur set contractuel avec aussi toutes les conditions finalement de rémunération sur les prestations sur lesquelles les prestataires vont pouvoir se positionner. Et tu as une 3e solution après ? Et après, la 3e, c'est Dell Provider. C'est finalement l'application qu'on met à disposition des prestataires de nos clients. Donc là, c'est pour qu'ils puissent recevoir les ordres de mission, se positionner, accepter, refuser. Ils ont aussi tout un éditeur de devis pour pouvoir faire les devis à l'enseigne. Et après, ils retrouvent évidemment leurs factures, leurs paiements, leur dashboard d'activité, etc. Alors bien évidemment, commercialement, quand on te demande d'expliquer la proposition de valeur et la promesse, tu ne rentres pas dans ce niveau de détail. Mais si tu devais nous partager la promesse de Dell, ça serait en quelques phrases simples. Écoute, très simple, ça va être de pouvoir proposer toute une gamme de services qui va venir renforcer finalement l'expérience client et le business model de l'enseigne pour leur permettre de passer d'un modèle pur vente de produits à un modèle vraiment orienté vente de solutions complètes aux clients, qui inclut vraiment cette notion produit-service et de leur permettre d'accompagner le client sur toute la durée de vie du produit. Donc on est vraiment sur un aspect stratégique qu'on va travailler avec les COMEX de nos clients pour vraiment les accompagner dans cette transition. Donc on n'est pas juste un SaaS, on est vraiment finalement là à vendre une transformation de modèle. Et c'est ça qui est super intéressant en tant que sales chez Delt, c'est vraiment de se dire qu'on va avoir un impact significatif dans la stratégie et qu'on n'est pas juste un outil parmi tant d'autres qui sera utilisé en magasin. Tu as dû refaire 100% de tes pitchs commerciaux, tes argumentaires, les questions que tu as. Quand tu es passé de mon super voisin à Delt, tu dis on a fait de la continuité, mais commercialement, c'était plus la même cible. Rien à voir. Voilà. Par quoi tu as commencé ? Qu'est-ce qui a été compliqué quand tu as dû mettre à exécution ton plan commercial après ? En fait, ce qui était le plus compliqué, c'est qu'on avait 0 repère. Et rien n'existait exactement de similaire sur le marché. On a vraiment créé une offre de A à Z. Donc il a fallu créer évidemment le discours commercial, la présentation, derrière le pricing, le business model et tous les éléments, les contrats qui sont assez complexes. Voilà, donc il y a tous ces éléments finalement qu'on a dû construire, le sales playbook, etc. Tu avais une complexité, c'est qu'en plus il n'y avait rien qui existait sur le marché, donc tu ne pouvais même pas regarder ce qu'avaient fait les autres pour t'en inspirer. Exactement, il n'y avait absolument rien qui existait. Il y a des choses qui pouvaient s'en rapprocher. Par exemple, on a Nidelp qui est en fait un ancien concurrent de mon super voisin qui propose des partenariats avec les enseignes, mais en fait c'est de la redirection. Donc ton client, tu vas le rediriger sur Nidelp pour qu'il puisse faire appel à un jobber pour l'aider dans la réalisation de ses besoins post-achat. Mais on n'est pas sur quelque chose de totalement intégré, comme le propose Delt, où c'est vraiment l'enseigne qui va pouvoir gérer ses services au travers du SaaS qu'on lui met à disposition et du réseau de prestataires avec lequel elle va pouvoir contractualiser. Donc effectivement, c'était un modèle qui était totalement nouveau et c'était super intéressant de pouvoir justement tout créer. Un peu avec tes retailers, avec tes partenaires, certainement. Complètement. Moi, je me souviens de rendez-vous chez Leclerc, chez Fnac Darty, où on me disait, mais je comprends pas, mais moi, où est-ce que je vais me rémunérer comment est-ce que je dois incentiver mes vendeurs comment ça s'intègre dans mon parcours de vente en fait, toutes ces questions-là qui étaient légitimes et qu'on a travaillé et intégré dans nos propositions au fur et à mesure pour après avoir un discours qui soit laser, hyper clair et qui vient répondre aux différents enjeux jusqu'à, en fait, nous, on va vraiment te dire, ok, voilà le BP du projet avec vraiment un PNL complet qui t'exprime vraiment
tous les revenus que tu vas pouvoir générer en partant de ta data, donc le nombre de produits que tu vends qui sont éligibles au service, la marge que tu vas pouvoir mettre en place sur tes différents services, le taux de prise que tu vas avoir, donc sur 100 clients qui achètent une télé, combien vont prendre le service de fixation murale et de configuration, parce qu'on a accès à cette data-là de marché, maintenant qu'on est installé dans beaucoup d'enseignes. Et donc, on va pouvoir vraiment avoir un BP complet qui exprime réellement le ROI, jusqu'à quels sont les people, les ETP dont tu as besoin pour derrière opérer ton offre en interne avec des différentes solutions de gestion, etc. On voit que c'est très pro, il y a beaucoup de variables. Tu es dans quel état d'esprit, toi ? Tu es dans la salle d'attente, tu vas faire ton premier rendez-vous avec un gros retailer, tu ne connais pas encore vraiment leur langage, parce qu'en plus, ton expérience précédente t'a pas amené forcément à discuter avec ces gens-là, c'était des comités d'entreprise, donc l'écart est immense. Toi, tu es dans quel état d'esprit quand tu dis, allez, là j'y vais, c'est le premier gros rendez-vous ? J'adore, moi. C'est le moment que je préfère. Bah, c'est comme avant de rentrer sur le terrain, quoi. Donc moi, je suis hyper prêt. C'est-à-dire, la préparation, pour moi, c'est super important. C'est ce que je dis tout le temps à mes sales, c'est vraiment... pour moi, c'est 80% de la préparation, quoi. Donc, je vais vraiment regarder ce qui a été mis en place en termes de services au sein de l'enseigne. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui existent ? Sinon, je vais regarder vraiment quels sont les produits qui sont mis en avant, sur lesquels on pourrait y associer du service. Je vais regarder ce que font leurs concurrents pour essayer aussi de leur montrer ce qu'ont mis en place les autres acteurs du marché en termes de services ou d'assurance. Voilà, je vais essayer vraiment de préparer un maximum le rendez-vous. Aussi, voilà, le périmètre de mon interlocuteur, ce qu'il a déjà pu mettre en place au sein de l'enseigne, vraiment être prêt pour lui montrer que je comprends aujourd'hui quelles sont ses problématiques et surtout lui montrer que je connais en fait son industrie et que je ne suis pas en gros complètement déconnecté de ses réalités, de son quotidien. Et ça, pour moi, c'était super important de vraiment se mettre à la place de mon interlocuteur. Et après, tu es beaucoup en découverte en fait, surtout au démarrage. Encore plus quand on avait c'était encore les balbutiements. Là, il fallait creuser pour essayer de comprendre déjà quelle était la valeur pour eux de mettre en place du service. Ils avaient déjà testé des choses et comment on allait pouvoir les aider à industrialiser ça et en faire une vraie source de revenus. Et là, c'est ta formation sales qui te permet à ce moment-là d'être toutes les antennes dehors, d'avoir une approche hyper à l'écoute, hyper dans la découverte pour prendre tous ces petits signaux sur un marché que tu découvres. Exactement. Donc ça, c'est certainement des choses que tu as dû apprendre dans ta première école de vente, quoi. Exactement, c'est des choses que j'ai appris chez ProFCE. C'est des choses que j'ai appris aussi en tant qu'entrepreneur, même en levant des fonds, etc. Enfin, toutes les étapes finalement que j'ai pu franchir et même entre le début de Delt qui est 2021 et aujourd'hui, j'ai encore évolué en tant que sales dans mon approche, etc. Donc je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre en tant que sales. C'est beaucoup aussi de l'entraînement. Il y a un truc que moi j'adore, c'est la prospe. La prospection. T'en fais encore aujourd'hui ? J'en fais encore beaucoup. D'accord. Ouais. J'en fais encore beaucoup. Moi, je suis avec mes équipes à faire des sessions de cold calling. Génial. Donc, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et moi, mon défi d'ailleurs, c'est quand j'ai un sales qui me dit la prospection, j'aime pas trop ça, etc. Moi, mon défi, c'est en fait de lui faire comprendre que c'est presque un jeu et qu'en fait, c'est génial la prospection. Et moi, j'adore détecter des nouvelles opportunités, créer la connexion. Et derrière, c'est presque la phase que je préfère en fait dans tout le process. Ok. Ce qui est assez étonnant. À chaque Ouais, fois, ce qui est souvent ceux dont les commerciaux ont envie la phase dont les commerciaux ont envie de se détacher le plus tôt possible. Alors que pour moi, ça démontre en fait ta capacité. En fait, moi, ce qui se passe, c'est quand je détecte une entreprise et que je me dis, mais c'est d'une évidence absolue qu'elle a besoin de services dans son expérience client et que ça serait un upside de dingue pour elle si elle mettait ça en place. Et à partir de là, mais là, je suis programmé. Je me dis, mais il faut absolument que je lui parle pour lui exprimer ça, essayer de comprendre pourquoi ils n'en font pas aujourd'hui et comment, justement, on peut les aider à passer le cap. Ouais, la certitude que tu as de pouvoir leur apporter de la valeur te donne une énergie pour aller sur cette phase qui est pour beaucoup compliquée. C'est aller vers l'inconnu, prendre des baffes, prendre des portes. Tu es tellement convaincu de ce que tu vas leur apporter que tu passes outre ça. Mais c'est ça. Et puis en plus, on a une chance quand même chez Delt, c'est que vu qu'on est un peu unique sur le marché, tu vois, les retailers, ils ont beaucoup l'habitude qu'on les appelle pour du retail média, pour de l'ERP, pour des solutions X ou Y de BNPL, etc., où il y a énormément d'acteurs qui se font la guerre sur le marché. Et nous, on vient leur apporter quelque chose qui est nouveau. Ils disent, tiens, ça, on m'en a jamais parlé, c'est clair. Donc ça m'intéresse. Et donc déjà, de base, tu as une approche qui est assez unique
Et donc ils sont prêts à t'écouter. Parce qu'ils se disent, on m'a jamais proposé ça encore. Et je pense que cette phase-là, elle est fondamentale dans l'énergie que tu transmets dans ton équipe commerciale, c'est à quoi on sert, la valeur qu'on va apporter au client. Il y a malheureusement trop d'équipes commerciales qui sous-estiment le travail à faire sur sa proposition de valeur, sur son pitch, et qui ont des commerciaux en fait qui déblatèrent des caractéristiques techniques, même dans les phases de prospection, ce qui ne capte pas du tout le cerveau humain, hein, ça ne fonctionne pas là-dessus. Exactement. Alors que quand tu travailles une proposition de valeur claire, qui parle à ton client, qui a de l'impact chez lui, qui comprend que tu es là pour lui apporter de la valeur, pas juste pour faire un deal, ça donne beaucoup plus de force à tes commerciaux pour faire cette fameuse phase du job qui est vraiment compliquée. Donc le petit conseil que je donne à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bosser votre proposition de valeur, donner du sens à ce que font vos commerciaux, parce que n'oubliez pas que vous leur faites faire un truc qui est vraiment difficile. Toi, tu le fais avec ta casquette de CEO. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu as des commerciaux qui disent hey, « Mickaël, tu triches ?» Parce que toi, quand tu prospectes, c'est pas comme moi, j'ai pas les galons. Eh bah, écoute, ça c'est un truc, alors ça pareil, j'adore. Parce que en fait, ce que je fais, c'est que pendant les sessions, moi, je me présente jamais en tant que CEO. D'accord. Donc je leur montre, je me mets à leur niveau, et je leur montre que quand j'appelle, je dis pas bonjour, je suis le CEO, le président de Delt, etc. En fait, je me positionne, je dis juste, je suis Mickaël de Delt. Et je me positionne au même niveau qu'eux, pour leur montrer que c'est pas parce que tu es CEO que c'est plus simple. Et j'appelle pas mes contacts. Je suis vraiment sur de la prospe à froid, de gens que je connais pas. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vois, par exemple, on va parler d'un client, enfin d'une cible SMB, je vois un site e-commerce pure player qui vend de l'aménagement extérieur type pergola, carport, ce genre de choses. Je vais aller sur son site, je vois qu'elle ne propose pas encore de service de montage d'installation. Et aujourd'hui, qui franchement a envie de monter une pergola, c'est hyper chiant. Je te confirme. C'est très compliqué. Ah ouais. Et puis il faut être plusieurs. Donc à partir de là, moi je l'appelle, je lui dis écoutez, j'étais sur votre site là, je me rends compte que vous proposez toujours pas de service de montage. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Et en fait, très rapidement, la discussion elle s'enclenche. Je dis écoutez, voilà, nous on fait ça, on pourrait vous accompagner là-dessus, on accompagne déjà tel acteur. Ce serait bien qu'on prenne un peu de temps pour en discuter. Okay. Et rapidement, en fait, j'ai un rendez-vous et derrière, ça doit donner une énergie de malade à tes commerciaux. D'ailleurs, ça me fait penser au moment où tu pivotes, même si c'est clair. Mais comment est-ce que tu as fait pour éviter d'avoir tes talents qui, à un moment donné, partent ? Comment tu as réussi à les sécuriser, à les embarquer avec toi sur ce projet d'après ? Écoute, il y en a quand même qui sont partis parce que c'était pas le même. Il y a même un de nos associés qui est parti à ce moment-là, qui est Florent, qui était notre CMO. Parce qu'en réalité, c'est pas le même business. Ah bah ouais, et donc, quand tu fais, exactement, quand tu fais, et il aurait pu être très bon hein, d'ailleurs en tant que CMO chez Delt sur du B2B, c'est pas le sujet. C'est juste que lui, en fait, ça le bottait pas. Par contre, il a été ultra clair. Il a mis aucun bâton dans les roues aux autres associés. Il nous a dit clairement, mais c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que vous devez faire. Vous devez aller sur ce pivot. Par contre, moi, je me sens pas d'être un CMO d'une boîte B2B SaaS dans le retail. Voilà. Et c'est souvent les erreurs qu'on voit chez des clients qui mesurent pas à quel point les stratégies, les techniques, les buyers persona B2B et B2C, CMO B2C, CMO B2B, c'est même pas du tout le même job, quoi. Exactement. Et je vois souvent des entreprises se planter à recruter des gens parce qu'il y a un gros track record, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a des belles marques. Attention, regarde bien la transférabilité des compétences avant d'acheter l'acronyme des quelques lettres qui font bien sur les CV, quoi. Ouais. Et tu vois, par contre, j'ai Axel qui, dans mon équipe Sales aujourd'hui, qui est aussi co-founder, qui était early employé chez Delt. Et en fait, typiquement, Axel, lui, il a su totalement évoluer sur le nouveau modèle. Il était en charge des partenariats initialement. Et puis ensuite, derrière, il a complètement su évoluer et s'adapter au nouveau modèle. Et aujourd'hui, c'est un de nos sales qui performe le mieux chez Delt, qui a signé une tonne de grands comptes chez nous et qui s'épanouit à fond chez Delt. Et ça fait maintenant 9 ans qu'on est ensemble à vivre toutes ces aventures. Quelles sont les routines ou les rituels auxquels tu es très attaché dans ta boîte aujourd'hui ? Écoute, il y a, on va dire, le weekly team, tu vois, où on va vraiment parler de tous les enjeux de la boîte et notamment aussi des enjeux business. Donc on va vraiment dire voilà, quel compte on parle en ce moment, quel compte on a signé, quels sont les enjeux et aussi échanger avec les équipes techniques, produits, pour exprimer aussi si on a identifié des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées dans le produit ou tout simplement des choses qu'on pourra améliorer aussi dans nos process de déploiement client. Donc nous, ce qui est très important, c'est qu'on n'ait pas les sales d'un côté, le produit de l'autre. Les équipes communiquent énormément entre elles.
On a globalement notre CPO qui est tout le temps aux côtés des sales pour essayer de récupérer et de collecter un maximum de feedback terrain, avec les CSM aussi qui, eux, œuvrent au quotidien avec nos clients pour suivre la performance. Et ça, c'est super important, justement, pour aligner toute l'équipe sur toujours les enjeux de nos clients. Et ça, c'est super important. Et moi, le premier, je suis au contact quotidien de nos clients pour essayer vraiment de comprendre quelle est la suite, quoi. Tu fais des weekly? T'es dessus? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, je suis dessus. Moi, je pilote encore en direct l'équipe sales. D'accord. Donc, vraiment, je suis encore le head of sales de Delt et j'adore ça, en fait. Donc, il y a un moment, j'avais essayé de recruter un head of sales et ça ne l'a pas fait, pas parce que le head of sales n'était pas bon, mais parce qu'il y avait encore trop de choses qu'il fallait craquer dans le modèle. Et pour moi, c'était important d'être encore aux manettes à ce moment-là. C'était pas sec encore. C'était pas encore sec. Et puis surtout, en fait, je prenais moins de plaisir dans ce que je faisais. J'étais sur des sujets qui me plaisaient moins et j'apportais en fait moins de valeur à Delt. Donc je me suis dit, en fait, je vais me remettre dedans et j'ai repris mon téléphone et c'était reparti, quoi. Je suis reparti en rendez-vous. Encore hier, tu vois, j'étais à Pau chez Euralis qui font des magasins verre point verre. Voilà, donc 4 heures aller, 4 heures retour de train pour aller pitcher sur une soutenance. Alors écoute, on va voir. J'espère que ça va le faire, mais en tout cas, il y a eu un très bon accueil de la solution. T'étais bien préparé? Écoute, on était archi bien préparés. On va reparler un peu de tes clients. Donc Fnac, Darty, Orange, Leclerc, Boulanger, Conforama. Donc votre quotidien, c'est quand même beaucoup de bosser avec des grandes enseignes. La collaboration avec eux, elle est contractualisée, c'est des contrats d'abonnement. Ouais. Tu as des engagements sur des volumes d'affaires générés. Un peu dans le détail, comment est-ce que ça se décline? Alors, comment ça se décline en termes de pricing? En fait, on va avoir donc le modèle, le revenu principal pour le Delt, c'est la licence. Ouais. Donc, on a une licence qui est par utilisateur sur Delt Platform. Donc, ça va être les équipes finalement chez nos clients qui vont utiliser l'outil. D'accord. Donc ça, c'est un pricing à la licence. Et puis, plus tu as d'utilisateurs, plus on va te faire une dégressivité à la licence. Et ensuite, tu vas avoir les licences donc Delt Provider. Donc, c'est combien en fait de prestataires tu vas onboarder sur ta solution. Et donc là, pareil, tu as un coût par licence provider sur Delt. Donc ça va constituer le socle des licences. Alors ce coût-là, il est porté par l'enseigne? Ouais, alors ça dépend du type d'enseigne dont on se parle. Tu as deux types, on va dire, d'enseignes. Tu as les enseignes qu'on dit intégrées, qui sont propriétaires de leur magasin. Donc c'est eux qui portent les coûts de leur magasin. Et après, tu as les enseignes dites franchisées indépendants. Je te donne des exemples. Leclerc, Monsieur Bricolage, Système U. Voilà, ça, c'est des indépendants. Donc ils sont sous enseigne, mais ils sont propriétaires de leur magasin et c'est eux qui les pilotent, c'est des entrepreneurs. Et donc là, on va vraiment travailler. Donc quand c'est une enseigne intégrée, là c'est un contrat avec l'enseigne et c'est elle qui va porter les coûts. Et quand c'est des indépendants ou des franchisés, à ce moment-là, on signe un contrat cadre avec le siège qui va vraiment encadrer le pricing des licences, etc. Et ensuite, nous, on va, avec l'aide du siège, aller démarcher les adhérents et franchisés pour leur proposer d'être équipés de la solution. Et donc, derrière, ils vont porter les coûts au sein de leur magasin. Donc, et le e-commerce, c'est porté par la centrale aussi, en termes de licence. Donc voilà, donc ça, c'est le premier pricing. Et après, on est incentivé aussi au volume. Donc tu as un alignement de ton intérêt et exactement. Du leur. Ok, presque à la perf. À la perf. En fait, plus nos clients vont perf, plus nous aussi on va mieux gagner notre vie. Alors on va dire que dans le mix de revenus, ça va représenter environ 20% des revenus de Delt, cette part variable, mais elle est importante parce que c'est ce qui nous permet d'être 100% alignés avec nos clients sur la perf générée. Donc nous, on a tout intérêt à ce que ça marche, et de facto aussi parce que notre revenu sur la licence, si à la fin du contrat, ça n'a pas fait de la perf escomptée, forcément ça va churn. Donc nous, on est là pour vraiment accompagner nos clients à la performance. Et après, en termes de durée d'engagement, ça va varier. Donc c'est entre 12 et 48 mois d'engagement. Et souvent, nos clients s'engagent sur 24 ou 36 mois. D'accord. Avec une variabilité du coût selon qui s'engage plus ou moins? Bien sûr. S'ils s'engagent sur du long terme, on va pouvoir faire un discount sur les licences. Évidemment, donc pour s'aligner encore une fois sur les objectifs, eux prennent le risque de s'engager avec nous. Quand tu vends à ces grands comptes-là, ces grosses enseignes, le retail, à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence et qui te permet de closer? Est-ce que c'est l'expertise? Est-ce que c'est la data? Est-ce que c'est la fiabilité de la solution? Ou est-ce que se fait la décision? Certainement un peu partout, mais est-ce qu'il y a un levier plus important que d'autres? Quand tu travailles avec ces gens, ça peut intéresser nos auditeurs qu'adressent ces enseignes-là. À quoi ils sont sensibles en fait, particulièrement? Je pense déjà qu'ils sont sensibles à notre approche,
parce qu'on a une approche qui est très dans la vente consultative, dans l'accompagnement stratégique, etc. On n'est pas là à leur vendre un SaaS. La démo, elle vient assez tardivement dans notre process de vente. Ce qui est souvent un gros problème chez les vendeurs de SaaS. Ouais. Tu as un SDR qui cloque un rendez-vous, tu as un AE qui arrive, la découverte, elle est hyper sommaire, il te présente les boutons, ce que ça fait, papa, maman. Ok, mais elle est où la vente en fait? Exactement. Bon, moi, j'ai pas du tout envie d'acheter ce genre de truc, quoi. Exactement. Et moi, J'ai très envie de leur vendre des formations pour qu'ils montent le niveau des commerciaux, surtout. Et je te comprends. Mais, et en fait, le truc, c'est que nous, on va vraiment travailler sur, effectivement, avoir un bon plan de découverte, comprendre quels sont les besoins, etc. Comment on va y répondre au travers de la solution. Mais on va surtout, en fait, l'outil n'est qu'au service, au final, de l'offre qu'on va déployer chez l'enseigne avec elle. C'est-à-dire qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quels sont les services qu'elle va proposer à son client. Je te prends une enseigne de jardinage, ça va être proposer le montage de pergolades, salons de jardin, de barbecue, etc. Ça va être d'accompagner sur la plantation, livraison, plantation des gros végétaux. Parce que quand tu as un olivier de 300 litres qui pèse 500 kilos, globalement, comment tu fais, tu vois donc, et la question s'est posée. Ben voilà, mais évidemment, qu'elle se pose. Et donc, c'est comment ils vont apporter de la valeur à leurs clients. Et ça, c'est le premier truc. Donc, si tu rentres direct sur alors le SaaS, il va vous permettre de faire ci, de faire ça, moi, je m'en fous. Moi, d'abord, c'est quels sont les services que je propose à mes clients. Donc, on va vraiment travailler déjà sur la proposition de valeur que va pouvoir mettre en place l'enseigne. Et tu sais, ça, c'est la base, je te coupe. Ouais. C'est même la base de la relation. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est d'abord qui et après quoi. Exactement. Et combien de vendeurs prennent le truc à l'envers? D'abord quoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends, et après à qui, pourquoi, comment, c'est quoi ces enjeux business. Il faut juste prendre le sablier, il faut le mettre dans l'autre sens. C'est pas très compliqué, mais trop peu le font. Exactement. Honnêtement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter à quoi ça va ressembler dans leur parcours client. Alors ça, c'est un truc qui a un peu l'effet waouh de ce qu'on fait. On le fait avec les grands comptes principalement, mais on va prendre leur site e-commerce et on va intégrer la proposition de service et d'assurance dans le parcours d'achat. Ok. Et vraiment dans toutes les étapes. Et donc pour leur montrer à quoi ça pourrait ressembler demain et de leur montrer à quel point ça pourrait enrichir l'expérience client. Tu fais presque un BP projeté? Ah, je fais un Figma, carrément, un prototype Figma, où je vais vraiment leur montrer l'intégration des services dans le parcours. Et ensuite, là, on rentre dans la démo produit en leur disant, bon, bah voilà, maintenant vous savez quelle offre vous allez proposer à vos clients et comment ça va être en termes d'expérience client sur votre site, de parcours. Bah maintenant, on va vous montrer comment, avec l'outil, vous allez pouvoir l'opérer au quotidien et comment vous allez voir à quel point c'est simple pour vos équipes de pouvoir gérer ça au day-to-day. Et ensuite, là, on parle perf financière, donc vraiment BP, projection, ROI. On va parler d'IT aussi, de comment on va s'implémenter dans les systèmes. Ouais, donc tu es vite multi-interlocuteur sur tes projets. Ah, mais obligatoirement. Moi, il n'y a jamais une personne seule qui va prendre la décision de mettre Delt en place. Nous, il y a forcément une soutenance au COMEX, parce que j'ai le DAF qui va me dire « Ok, mais attends, moi, je vais mettre potentiellement 200, 300, 400 fournisseurs en plus. Comment je les onboard, comment je gère la facturation, les paiements ?» Donc forcément, ça va l'intéresser. Le juridique qui va me dire, mais attends, c'est de la sous-traitance, comment je gère les contrats de sous-traitance? Là, c'est ton fameux bloqueur qui arrive. Exactement. Et voilà, et nous, on a tout préparé pour que ces bloqueurs, en fait, c'est ultra simple. Nous, on dit au DAF, bah, attendez, en fait, vous êtes sur SAP, bah, on se connecte sur SAP, vous allez recevoir les factures automatiquement, derrière, les statuts se mettent à jour dans l'outil, tout est synchronisé. Le juridique, en fait, on lui dit, attendez, vous allez voir, notre contrat, il est carré, il a été déjà mouliné par toutes les directions juridiques du retail français, donc a priori, c'est carré. Voilà, donc on arrive aujourd'hui à avoir un process qui est ultra fluide, où toutes les étapes, on les a anticipées, elles sont préparées, on sait comment les aborder. Tu as un framework, Médic, BBDC, ou alors c'est quelque chose que vous avez fait de manière beaucoup plus naturelle, à votre sauce à vous? Eh bah écoute, je vais te surprendre, on n'a pas de framework. On l'a créé vraiment sur mesure par rapport à notre process, ce qui nous semblait être cohérent. Et au final, ça marche très bien parce que... C'est quoi le principal? C'est que ça marche. Exactement, c'est que ça marche. Et tu vois, des fois, j'ai essayé de changer parce que quand tu es dans l'univers startup, tu as toujours des trucs qui te popent un peu de partout. Tu te dis, ah ouais, tiens, ça c'est pas con, je vais tester ça, etc. Tu as toujours l'impression que tu as quelqu'un qui fait beaucoup mieux que toi. Exactement. Et en fait, souvent, il en parle beaucoup plus que toi. Je ne sais pas s'il fait beaucoup mieux que toi, mais il en parle beaucoup plus que toi. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, tu te dis, mais non, mais ça marche en fait. Donc, en fait, on va pas changer quelque chose qui fonctionne. Allons tacler d'autres sujets où ça fonctionne pas. Tu vois, et où on peut être meilleur. Mais sur quelque chose qui marche, on va pas toucher, quoi. On parle un peu de ta structure commerciale. Comment est-ce qu'elle est composée, ton équipe aujourd'hui de sales? Alors écoute, j'ai testé plein de choses. Au début, on avait des account exec, des CAM, des CSM, etc., des chefs de projet.
Et en fait, on est revenu à quelque chose de... Je trouve que là, ça y est, on a la bonne orga. Donc, je suis content de ce qu'on est en train de mettre en place. Mais en gros, maintenant, on a un sales, full cycle, qui va gérer de la prospe en passant par le closing. Et ensuite, il va accompagner le client sur tous les enjeux de renew, d'upsell, de cross-sell. Parce qu'il y en a quand même beaucoup chez nous. Il peut avoir pris la partie service, mais pas assurance. Il peut avoir fait les magasins, mais pas encore le e-commerce. Donc, il y a de l'upsell qui peut être généré sur le compte. J'observe beaucoup ce retour au full cycle. Ouais. Énormément. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est très coûteux d'avoir SDR, à compte exec, CSM. Tu mets plusieurs ETP sur un seul et même cycle de vente. Donc, il faut que tes paniers moyens soient élevés. Il faut que tu aies un très faible taux de churn pour que ça puisse être rentabilisé dans la durée. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure, c'est l'expérience client. Mais l'expérience client, quand tu as 3 têtes sur un seul et même compte, alors ça peut bien se passer, mais majoritairement, il y a de la friction. Après, il y a aussi des réalités un peu économiques. Ça fait beaucoup de gens à payer sur un seul et même deal. Ouais. Ça fait parfois des objectifs qui ne sont pas alignés entre le SDR qui est objectivé au nombre de rendez-vous pris et pas forcément au revenu. Donc lui, finalement, il pousse des rendez-vous qui soient bons ou pas bons, c'est pas très grave. Ouais. Et donc je vois de plus en plus de Head of Sales, de VP, de DIRCO, de DG qui repassent sur des modèles full cycle avec une complexité, c'est que quand tu industrialises et que tu segmentes les jobs, tu peux avoir des gens très bons sur un sujet. Full cycle, il faut des gens avec des profils plus équilibrés, qui sont plus rares. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Ça permet de les garder plus longtemps. Mais ça rend un peu plus complexe le recrutement parce qu'il faut des compétences plus protéiformes, en fait. Exactement. Et c'est pas simple, effectivement, de trouver des profils qui soient bons partout, qui aiment la prospection, qui aiment construire des propositions commerciales solides, qui derrière aiment gérer du client. Tu en as toujours un qui va avoir une préférence pour une des 3 composantes. Je te confirme, c'est pas facile. Après, il y a des gens très bien qui font ça depuis des années pour des clients, Up2 par exemple. Exactement. Désolé, j'ai dérapé deux petites secondes. Voilà, je te laisse reprendre. Non, mais exactement, tu as raison. Et en fait, le sujet, c'est comment tu accompagnes justement cette montée en compétence sur ces différentes finalement variantes du job. Ouais. Et donc, voilà, moi, la prospection, c'est quelque chose que j'adore, comme je te le disais, donc j'arrive à les faire progresser sur le sujet, à leur faire comprendre que c'est tout dans leur intérêt aussi, parce que dans ton modèle de REM, évidemment, ça a un impact aussi. Tu vas mieux valoriser évidemment le newbies que l'upsell, cross-sell, etc. Donc ça, c'est aussi une variante importante dans ta REM, dans ton plan de com. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on a des sales full cycle qui vont vraiment gérer tout le cycle de vente. Et le suivi client. Ensuite, on a donc des CSM qui sont là pour reprendre le lead une fois la signature faite. Donc, il y a un kick-off interne qui se fait déjà de passation. CSM, pour que ceux qui ne savent pas. Customer Success Manager. Et donc, chez nous, en fait, le CSM va avoir donc, 2 composantes. Elle va d'abord onboarder le client et déployer la solution. D'accord. Donc, ça va être configuration des environnements, formation des équipes et derrière, mise en place, on va dire des best practices. Prise en main. Exactement. Ok. Et ensuite, elle va accompagner le client sur toute l'optimisation de la solution, parce que quand tu déploies, tout n'est pas parfait day one. Donc évidemment, il y a des choses qu'on va optimiser au fil de l'eau, notamment sur travailler sur les actions CRM, améliorer encore l'intégration e-commerce, travailler sur des plans d'incentive pour les vendeurs en magasin, des challenges, etc. Donc c'est le rôle du CSM d'accompagner sur ces différents aspects strat et opérationnels. Et dès qu'il y a un enjeu, dès que le CSM détecte un enjeu de renew, d'upsell ou cross-sell, ça repasse au sales. Boum, il y a le sales qui revient dans la boucle. Okay. Donc le sales n'est pas là au copil, par contre il est là au business review. D'accord. Typiquement une business review annuelle, on fait le plan sur les chiffres, etc. Vu que le sales a aussi vendu le BP, c'est important, et puis il faut qu'il garde le lien. Il ne faut pas juste qu'il se repointe, on parle business, je reviens. Faut aussi qu'il garde le lien avec son client. Okay. Donc, et le CSM, évidemment, fait du report au sales régulièrement pour l'updater sur le compte, les avancées, etc. Qui ne débarque pas de nulle part. Exactement. Donc ça, c'est ton orga. Les KPI que tu suis pour piloter la performance commerciale? Sans surprise, MRR, ARR. Voilà, ça va être aussi les setups qu'on va vendre qui sont importants, parce que ça fait rentrer du cash direct en banque. Donc ça, c'est aussi important à piloter. Et moi, j'ai une incentive sur l'ARR plus setup, les sales, avec des boosters par rapport à la durée d'engagement, etc. Donc ça c'est important. Et ensuite, ça va être la GMV réalisée. Donc la GMV, c'est le volume d'affaires généré chez nos clients en termes de vente de services et d'assurance. Donc là, c'est ta partie perf? Exactement, c'est ma partie perf, et elle est très importante parce que, encore une fois, c'est le ROI pour nos clients. Donc moi, je vais vraiment aller regarder quelle est la perf à ce niveau-là.
Okay. Le churn, tu regardes aussi? Le churn, évidemment, très important. Je regarde le churn. Je regarde aussi le NRR, donc vraiment me dire est-ce qu'on arrive à faire de l'upsell, du cross-sell sur nos clients. Delivery, satisfaction, c'est des trucs que tu suis. Absolument aussi. On va regarder la qualité de service. Est-ce que les services qui sont délivrés avec nos solutions sont performantes? Est-ce qu'il y a globalement aussi beaucoup de tickets au support? Tu vois, chez nous, est-ce qu'il y a des choses que n'arrivent pas à faire nos clients avec l'outil? Est-ce qu'il y a globalement ces choses-là? On va regarder aussi la conversion en termes de vente de services, donc le funnel pour voir si nos solutions, notamment de plateforme de services et autres, elles fonctionnent bien et elles sont performantes. Donc on va regarder ces différents aspects pour s'assurer de la santé des comptes et puis à travers de tout ça, on va définir un health score qui va nous permettre de nous assurer que nos comptes sont en bonne santé et que s'il y a un problème, qu'on puisse tout de suite le détecter et de savoir d'où ça vient pour avoir le plan d'action derrière adapté. Hyper data-driven là. Ouais, alors ça n'a pas toujours été le cas. Franchement, ça n'a pas toujours été le cas. On a beaucoup bossé avec l'équipe tech aussi pour avoir des dashboards de qualité pour nos clients, pour nous, pour qu'on puisse vraiment driver par la data. Et maintenant, on y arrive. Donc, ça a été une belle étape de franchie à ce niveau-là, de pouvoir justement avoir une visibilité ultra claire sur les perfs de nos clients et les perfs aussi de nos sales. Et après, dans les sales, que j'ai oublié évidemment, mais il y a la partie combien ils passent de calls, d'emails envoyés. Je vais avoir aussi un tracking d'activité un peu plus granulaire là-dessus pour s'assurer que... Tu es sur combien ou tu es sur les taux de conversion Les deux. Ouais. Les deux, ouais. Le volume et les taux de conversion. Ok. Parce qu'effectivement, moi j'ai des sales qui font parfois assez peu de volume, mais qui sont hyper bons dans l'approche et qui, du coup... arrivent à générer des rendez-vous super qualifiés et qui vont au bout beaucoup plus facilement que sur d'autres. Et ça m'intéresse, tu aurais tendance à leur dire, vu que tu as des bons ratios, fais-en plus ou tu les laisses tranquilles parce que la méthode marche? Ce qui est bien, c'est que j'arrive à me mettre vraiment à leur place, dans le sens où moi aussi je l'ai fait pendant longtemps et je continue à le faire aujourd'hui, pas de manière... je suis plus sales, on va dire, je suis plus mon pipe à moi, j'accompagne les équipes, mais j'ai eu mon pipe pendant les 3 premières années. Et donc, je sais à un moment quelles sont tes priorités. Je sais que typiquement sur le Q4, je ne vais pas leur demander de phoner comme des bourrins à prendre un maximum de rendez-vous parce que le Q4, c'est un quarter de closing. C'est à amener des propals en début d'année jusqu'à là. Sur des cycles grands comptes, on est sur ça, on est sur du 6-18 mois. Donc, comme je te dis, la validation des budgets, etc. Donc, c'est là que ça close, c'est toujours notre plus gros quarter, le Q4. Pour nous, c'est Q2, Q4, 2 plus gros quarters. Et donc, là, je vais te demander de closer tes deals, d'être vraiment focus, de les mettre dans la seringue pour les amener au bout. Et donc là, Mutual Close Plan, c'est monsieur le client, vous voulez déployer à telle date, ok, maintenant ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait signé le contrat à telle date, il va falloir qu'on ait commencé à travailler sur les markups à telle date, il va falloir qu'on ait un go commercial sur la propale à telle date, etc. pour revenir jusqu'au jour où on est aujourd'hui et de se dire, est-ce que ça nous semble réaliste? Et donc, être certain d'avoir un forecast derrière qui soit OK parce que justement, on a fait ces mutual close plan avec nos clients. On sait exactement, on s'est aligné sur les différentes steps pour arriver jusqu'au closing. Et donc, derrière, ça me permet d'avoir un forecast qui soit clair. Donc, voilà, puis tu as une expérience client qui est meilleure parce que quand tu partages ce rétro-planning avec ton client, que tu le co-construis avec, ça permet de se projeter ensemble. Ça évite les postures trop agressives en fin de quarter où tu n'as pas fait ton rétro-planning avec lui, et en l'occurrence, tu as souvent des commerciaux qui, à ce moment-là, sont un peu bourrins et ça abîme la relation commerciale. Donc, non seulement c'est une bonne pratique commerciale, et en plus, c'est ce qui évite d'abîmer la relation. Donc, je valide à 100% le rétro-planning à faire ensemble à ces moments-là, dans ces périodes de rush d'autant plus. Complètement. Ouais. Et donc, voilà. Donc, après, et puis, tu vois, sur d'autres quarters, par contre, sur Q1, là, je sais qu'il faut prendre un maximum de rendez-vous. Là, il faut remplir le pipe, il faut refuel, et donc il faut absolument qu'on prenne un maximum de rendez-vous. Donc là, je vais être très attentif sur aller chercher du volume et cette fois aller prendre un max de rendez-vous. Pareil sur Q3 pour relancer les discussions. Donc je connais maintenant, avec l'expérience qu'on a, quels sont les quarters où il faut appuyer plus sur de la pros, plus sur du closing, amener les propals au bout et du tempo. Ouais. Et j'arrive à gérer la charge d'un commercial. Tu vois, je sais aussi, là, je sais qu'il est full, ça sert à rien de lui en remettre plus, parce que déjà qu'il aille closer ces deals-là qui sont super structurants pour lui, pour la boîte, et donc c'est important qu'il aille au bout de ces deals-là, plutôt que de lui en remettre et qu'en fait, il gère mal les choses parce qu'il n'a pas le temps de bien tout gérer.
J'ai lu dans un article, tu dis aujourd'hui la vente de produits ne suffit plus. En effet, il faut offrir une expérience complète, du conseil jusqu'à l'installation, en passant par le service après-vente. Comment est-ce que ça se traduit dans tes équipes, dans leur manière de faire de la vente, pour le coup? Écoute, c'est la vision qu'on vend. Tu vois, avec la solution, c'est de leur exprimer que aujourd'hui, ils ne peuvent pas ne pas accompagner le client sur le post-achat, quoi. Donc c'est encore une fois vraiment la vente consultative de se dire j'arrive à projeter mon client sur le fait qu'il y ait une réelle nécessité pour lui à aller sur ces stratégies d'accompagnement client de bout en bout et de ne pas se limiter qu'à la vente de produits, quoi. Parce que on est aujourd'hui dans un timing de marché dans le retail où c'est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui pour eux. Il y a eu les années phases du Covid, mais aujourd'hui, là, ça devient tendu. Donc, c'est comment tu arrives à faire comprendre à ton client qu'il ne devrait pas se mettre dans une stratégie défensive, de repli, mais plutôt dans une stratégie de se dire comment j'arrive à rendre mon business plus résilient pour justement ne pas être impacté à chaque baisse de marché, d'inflation, des cycles, voilà, et de perturbations économiques, politiques, etc. Et bien justement, ce qu'on fait avec Delt, c'est de leur permettre d'être plus résilients, d'avoir un business qui soit aujourd'hui, qui leur permette justement de mieux affronter ces variations, parce que l'acquisition client coûte cher, on en parlait avec mon superviseur, mais c'est pareil dans le retail. Faire venir des personnes en magasin, sur le e-commerce, la bataille elle est rude, les coûts d'acquisition ils coûtent très cher, les régies, tous les prix ont augmenté. Et donc à un moment et pourtant ils ont un truc, les retailers, c'est qu'ils ont des bases de clients énormes, bien sûr, ouais. Et des encartés surtout, des gens qui 80% des ventes souvent d'un retailer, entre 60 et 80% des ventes qui sont faites sont avec des clients encartés. Donc tu as la data. Encarté, carte de fidélité. Exactement, carte de feed, etc. Donc ils sont encartés. Et qui sont des clients réguliers, fidèles. Et donc en fait, là, l'idée, c'est de se dire, mais comment tu fais pour justement upseller ces clients-là? Ce client qui t'a déjà acheté un barbecue, une pergola, etc., il n'en a pas besoin d'un deuxième, en tout cas pas tout de suite. Donc ce qui va se passer, c'est comment tu arrives justement à lui vendre tous les services connect qui vont avec. Et si tu prends l'exemple du jardin, typiquement, bah, ça va être comment tu arrives à lui vendre de l'entretien du jardin, de l'aménagement, des services en fait auxquels il pourrait prétendre et avoir besoin et qui va te permettre d'augmenter finalement ta LTV avec ton client. LTV, Lifetime Value. Exactement. Okay. Tu te sers beaucoup des cas d'usage client, ce que tu as fait dans une enseigne pour une autre. Est-ce que tes clients sont friands de ça? Nous, on observe que de plus en plus, quand tu es en vente consultative, quand tu projettes vers une performance future, ce qui est très souvent demandé, c'est OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec qui vous l'avez fait? Quels effets ça a produit? Combien de temps? Quelles ressources ça a mobilisé? Nous, c'est des choses qui nous sont extrêmement demandées dans nos actes de vente. Comment est-ce que tu fais dans un monde où peut-être que les choses doivent rester un peu confidentielles, secrètes? Je ne sais pas, la performance que tu apportes à Monsieur Bricolage, est-ce que tu as le droit de la diffuser à Leroy Merlin, par exemple? Voilà, quelle place dans ta stratégie de vente les cas d'usage occupent-elles aujourd'hui? Essentiel. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu peux pas ne pas projeter de la performance, sauf si tu n'as pas de cas dans son marché. Donc, tu vas potentiellement montrer sur un autre marché, mais ça peut-être un peu moins lui parler. Et ce qui nous arrive, tu vois, là, on lance sur un nouveau secteur, l'auto-moto. On commence à avoir nos premiers clients, mais avant, on n'en avait pas. Donc, voilà, là, tu es plus sur la prime à l'innovation. Tu vas être le premier à le faire. Voilà. Mais par contre, quand on est sur des secteurs qu'on connaît bien, le bricolage, les jardineries, le multimédia, l'électroménager, etc., cas clients systématiques. Évidemment, on n'est pas là pour montrer les chiffres de nos clients. On est là pour leur montrer des projections de marché. Parce qu'évidemment, on n'a pas qu'un client sur chaque verticale. Donc, ça permet de montrer des tendances de marché. Donc, je te parlais tout à l'heure des taux de prise. Donc, sur X produits vendus, combien de clients vont prendre le service associé. Ce qui permet de les projeter sur la performance. Il y a une stat qui est super importante. C'est et ça, c'est intégré dans le produit. On demande aux vendeurs de poser la question à leurs clients. Est-ce que le service, est-ce que s'il n'y avait pas eu le service, ils auraient quand même acheté le produit? Et toi, quoi comme taux là-dessus? Là-dessus, en fonction des secteurs, tu vas être entre 60 et 80%. C'est colossal. C'est colossal. Et sur des paniers moyens qui sont très élevés, qui sont entre 400 et 1000 euros, tu vois, en fonction des enseignes. Donc, en fait, tu te rends compte que le service permet de vendre en plus le produit, dans 70% des cas. Et est-ce que ça a une incidence sur le type de profil? Est-ce que tu as des gens qui sont très experts d'un type de secteur dans le retail? Tu as des pros du bricolage, tu as des pros de la jardinerie. À quel point tu as verticalisé ou pas tes équipes?
Non, on n'a pas verticalisé. J'ai pas envie parce que en fait, ça te ferme aussi des bonnes pratiques des autres secteurs. Ce qui est un peu dommage, parce que tu peux avoir des marchés qui sont plus mûrs que d'autres sur les services. Typiquement, le bricolage, Leroy Merlin, ils sont super forts, Fnac Darty aussi, Boulanger. Et donc en fait, si t'es pas confronté à des acteurs qui le font déjà et qui le font super bien, en fait, tu te coupes d'un savoir et d'un retour d'expérience qui va être super utile pour tes autres acteurs d'autres marchés. Et donc je trouve ça dommage de se couper de ça. Après, évidemment, s'il y a un sales qui me dit, écoute, moi, automoto, ça me parle pas du tout, je suis pas du tout à l'aise avec le sujet, je vais pas lui dire, on va te casser les dents là-dessus. Donc, faut savoir écouter aussi. Mais des fois, tu n'as pas une affinité dingue avec le secteur. Et en fait, tu te rends compte que c'est une valeur tellement énorme pour ton client que, en fait, let's go, quoi. Et puis, tu apprends en marchant avec ton client qui, lui... Et ils aiment bien aussi ça, c'est qu'eux sont experts de leur sujet. Et nous, on leur dit, nous, on est experts des services et d'une méthodo et d'une manière de processer, finalement, la mise en place d'offres. On n'est pas expert du bricolage, expert du jardinage. Et voilà, moi, je sais pas monter une pergola ou planter un olivier, tu vois. Donc en réalité, on n'est pas expert de ces sujets-là. Par contre, on sait comment les accompagner pour mettre en place des offres de services qui performent et sur tout secteur. Donc c'est ça qui aujourd'hui fait la valeur aussi. Exactement. Ouais. On a parlé au début de l'échange d'une levée qui ne s'était pas faite. Il y en a une qui s'est faite, je crois, 6 millions d'euros. Comment tu vas l'utiliser? Comment tu vas prioriser l'allocation de cette manne financière-là dans ton plan? Écoute, donc effectivement, on a levé 6 millions d'euros avec la Post Venture, Xange, Go Capital et beaucoup de business angels. Puis on a le président de Conforama, DG e-commerce de But. On a beaucoup de personnalités du retail e-commerce. Ilan aussi, qui est un des cofondateurs de vente privée. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant pour nous aussi d'avoir ces personnes-là à nos côtés. Et donc, comment on va déployer les fonds? Écoute, il y a évidemment plusieurs aspects. Ça va être améliorer encore le produit. Là, il y a l'IA, évidemment, qui est une déferlante massive. Et on est aujourd'hui hyper attentif à comment on va justement intégrer l'IA dans nos produits, dans nos process et globalement dans tous les aspects de la boîte. Donc le produit en fait partie. Et évidemment, dans une optique de comment je permets à mes clients d'automatiser encore plus certaines tâches manuelles, chronophages dans la gestion des services. Comment je renforce aussi, typiquement, on a intégré l'IA pour tout ce qui est vérification des documents, s'assurer de la véracité des documents qui sont uploadés par les prestataires. Donc, on va vérifier les métadonnées, voir si ça n'a pas été modifié par justement ChatGPT, Photoshop ou autre, pour s'assurer vraiment que le document est un vrai. Donc, vraiment essayer de rendre encore l'usage de l'outil plus simple et automatisé. Donc, focus produit d'abord, ensuite. Focus produit. On va avoir aussi, évidemment, les enjeux de diversification. On a lancé Deltecare, qui, du coup, l'offre d'assurance là en début de quarter. Okay. Donc, c'est tout nouveau. On est hyper fiers de ce lancement. Aujourd'hui, ça répond de manière super positive chez nos clients. Et donc, voilà, l'idée, c'est de devenir un outil all-in-one autour des services. Donc, demain, on ne s'interdit pas d'aller sur d'autres typologies de services pour justement enrichir encore notre solution et générer toujours davantage de ROI et rendre ces intégrations encore plus simples pour nos clients. Donc, ça peut être autour de la seconde vie, de la location des produits, pour justement devenir demain un outil vraiment all-in-one pour accompagner nos clients dans leur démarche servicielle et circulaire. Parce que c'est des vrais enjeux et c'est une vraie attente des consommateurs. Et donc aujourd'hui, on a envie de permettre à nos clients d'aller sur ces thématiques-là. Des investissements, marketing, vente, d'autres territoires. Tu es franco-français aujourd'hui, majoritairement? Ouais, aujourd'hui, on est franco-français. On a aussi l'ambition d'aller à l'international. Donc on va commencer. En fait, là, notre stratégie, c'est d'y aller avec nos clients. Donc d'aller en Belgique, en Suisse, en Espagne, avec nos clients français, parce qu'on a aujourd'hui Orange, Fnac Darty, on a Monsieur Bricolage, etc., qui sont présents dans ces pays, Decathlon aussi. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on aille déjà avec nos clients dans ces nouveaux pays. Et une fois qu'on a réussi à faire ces premiers déploiements, qu'on puisse justement aller chercher après les acteurs locaux. Donc, du Jumbo en Suisse, du Cortes Inglés en Espagne, voilà, des acteurs qui sont des gros acteurs locaux, et qu'on puisse après aller démarcher avec déjà des premiers succès avec nos acteurs français en Europe. Voilà, donc ce serait déjà pas mal. Bah ouais, hein, ça fait un beau programme tout ça. Mickaël, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Il me reste 2 questions. La première, c'est quel est le conseil qui t'a apporté le plus de valeur, le meilleur conseil qu'on t'ait donné en fait? Ouais.
Et le meilleur conseil, je pense, c'est Jérémy Pouillet qui me l'a donné, donc mon ancien DG chez ProFCE qui est aujourd'hui qui est cofondateur de Tomcat et qui est au board de Delt, qui m'a dit d'arrêter d'être têtu et de plus écouter ce qu'on avait à me dire, parce que effectivement j'étais très borné parfois sur certains aspects. Et notamment avec le board, et lui a réussi à me canaliser, à me dire écoute, il faut que tu écoutes les conseils qu'on te donne. Tous ne sont pas bons à prendre, mais écoute, arrête d'être borné, têtu. Et je pense que c'est hyper important parce que effectivement, tu as l'impression d'être dans ta bulle et qu'il n'y a que toi qui sais parce que c'est ta boîte et que tu sais où tu vas. Mais en réalité, il y a quand même des conseils qui sont bons à prendre. Et quand tu as décidé en plus de lever des fonds et d'avoir des actionnaires à tes côtés, ils font partie de l'aventure. Clairement. Et tu dois les écouter. Et puis dans les boards, ce que tu achètes aussi, c'est cette expérience. Donc il y a une phrase qui dit l'expérience est une lumière qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Exactement. Et l'intérêt avec ces gens-là un peu plus matures, un peu plus expérimentés, c'est que ils connaissent un peu les écueils, quoi. C'est ça. Dernière question. Si tu devais afficher une phrase dans tous les bureaux dans lesquels il y a des commerciaux, quelle serait cette phrase ? Écoute, moi, une phrase que j'aime bien, c'est Always run the extra mile. Pourquoi ? Parce que je trouve que, et c'est un peu le fil d'ailleurs conducteur de tout ce qu'on s'est dit, mais bien souvent, le sales ne va pas faire le petit truc en plus qui fait que ça va faire la différence. Et ça se joue parfois à rien. Tu as vu un article sur une des boîtes avec qui tu échanges, t'envoies un petit mail en disant oh, c'est super, j'ai vu que vous mettiez ça en place, bravo pour ça. Ça va être typiquement, je me souviens d'une anecdote, j'ai une sales qui était Clara que je salue, qui était en alternance chez nous. Et elle faisait de la prospection et puis elle appelle, je ne vais pas dire le nom de la boîte, mais elle appelle en gros un gros acteur pure player. Et elle tombe sur le DG. Et le DG l'envoie chier, mais d'une force. Et elle sort de la phone box, elle en pleure. Elle me dit, Mickaël, tu vas me détester, on ne travaillera jamais avec cette boîte. Je la regarde, je rigole, je dis, mais attends, pourquoi ? Elle me dit, parce que je l'ai appelé sur son portable, il est en réunion, il m'a dit, vous avez quelle entreprise, Delt ? Et jamais on travaillera avec vous. et je dis, écoute, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, rien d'important, t'inquiète pas. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas acheter une super boîte de chocolat. Tu vas faire un petit colis, puis tu vas lui envoyer. Elle l'a fait. Elle a été chercher un top. Elle était dans une top chocolaterie, elle lui a pris un super truc. Et elle l'a envoyé. Et le mec l'a rappelé en disant écoutez, je suis désolé, je me suis emporté. En fait, écoutez, merci beaucoup, c'est adorable ce que vous avez fait. On se prend 30 minutes et on échange ensemble. Voilà. Et elle a fait combien serait arrêté à ça, tu vois ? Et à un moment, elle a fait le petit truc en plus qui fait que elle a réussi à décrocher le rendez-vous avec ce mec qui est le DG d'une grosse boîte d'ameublement e-commerce et au final alors on n'a pas bossé avec lui mais un jour on bossera avec lui je pense. Et au final elle a été au bout du truc et elle a été super pour ça parce qu'elle n'a pas eu peur d'aller faire le move. Donc je pense que faire l'extra mile c'est ce qui va faire la différence entre un commercial moyen et un top gun. Le mec qui vraiment va à tout prix parce qu'il sait qu'il a de la valeur à apporter et que il doit faire ce move-là parce qu'il est convaincu que s'il signe ce client, ça sera génial pour eux et pour la boîte. Super mot de la fin. Écoute, Mickaël, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite, pour le déploiement, pour le développement de ta boîte. Prépare-toi, à un moment, il faudra quand même que tu lâches un peu de l'aise sur le commerce. J'ai compris que c'était un truc que tu avais vraiment au fond de toi. C'est pas pour rien que tu es venu survivre la vente. Plein de bonnes choses à toi et puis encore merci pour ta dispo et puis pour tout ce partage d'expérience qui, je l'espère, sera riche pour nos auditeurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Steve. Merci à toi. Ciao.